Et donc, Perenco subit de nombreuses actions des ONG. Et pour régler ce genre de problème, c'est assez pratique quand on a une fille qui est ministre de la transition énergétique ou ministre des Industries. Des soucis de machine à voter, des soucis de format de bulletin qui étaient pas les bons. Alors effectivement, c'est un point qui a été soulevé par pas mal de commentateurs. C'est qu'en fait, le système de vote aux États-Unis est très particulier. Alors effectivement, ils peuvent voter sur des machines. Alors ça va dépendre de si le papier il est de la bonne taille. En fait, c'est bon, ça passe. S'il est pas à la bonne taille, comme ça a été le cas à Maricopa, mince, vous pouvez pas voter, ma bonne dame. Bon, écoutez, mettez ça là et on fera ça pour vous. Le principe, c'est les petits-enfants de 0 à 3 ans ne peuvent pas aller au cabaret. C'est horrible. Bon, déjà, 0 à 3 ans, aller au cabaret, on peut se poser la question de la pertinence du sujet. Et ensuite de ça, c'est quand même animé par des drag queens. Et tout ça, en fait, bien sûr, est financé par la mairie de Bordeaux. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé, commande... Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme ? Sais-tu exactement de quoi je parle ? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Gen X. Ça nous fait toujours un plaisir immense, même au bout de 2 émissions, de vous retrouver. Alors peu importe l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Pour cette deuxième émission, j'ai décidé de commencer par un petit billet d'humeur. Parce que une fois n'est pas coutume, j'ai envie d'y aller là de ma petite diatribe. Et celle-ci va vers tous les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les chefs de petites entreprises, tous ces Français qui ont décidé à un moment donné que le salariat n'était pas pour eux et qui vont travailler parfois la boule au ventre car ils savent que leurs jours sont comptés, que le gouvernement ne veut pas de nous. Non, ils préfèrent des consommateurs payeurs à salaire fixe aussi bas que possible tant qu'à faire, parce que dans ces cas-là, le gouvernement sait que par la peur, il les fera se tenir bien tranquilles et bien dans le rang. Les retraités de demain, les gens qui ont mon âge, savent que leurs vieux jours seront encore pires que ceux de nos aînés. Alors, bien sûr, il y a les boomers, ceux qui se sont largement gavés comparativement à nous, mais ceux-là ne feront bientôt plus partie du paysage. Alors pourquoi je vous dis tout cela ? Cette vieille diatribe pleine de bile, pourquoi ce vieux conte de colonel vous inflige ça d'entrée de jeu là ? Parce que tous les matins, je croise sur les marchés des petits villages de France des Français admirables qui viennent se cailler le cul pour 70 balles de chiffre d'affaires à vendre leur production de chèvre ou de fromage de brebis ou encore du miel ou du saucisson, que sais-je. Et j'entends tous ces gens parler avec une clarté que j'ai du mal à trouver ailleurs. Alors voilà, je voulais vous tirer mon chapeau, même si je sais que la plupart d'entre vous ne m'écoutez pas, puisque vous faites bien souvent autre chose que traîner sur YouTube. Mais bon, soyez rassurés, nous sommes tous sauvés parce que on a EcoWatt, et on a des injections magiques. Et donc je salue mes 2 comparses, mes 2 complices. Ça va, Tonio ? Bonjour colonel, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et donc Castellan, papy, ça va ? Oui, bonsoir colonel, bonsoir Tonio, bonsoir à nos auditeurs. Je vois que colonel, tu as ressorti le vitriol du temps du Mexicain. Fais gaffe, il y a des clients qui se sont plaints, ça les rendait aveugles. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Tu sais que on leur fera recouvrir la vue à force de persévérance, ça finira bien par leur arriver. Ce soir, on va vous parler transition énergétique. Ouais. Là, on est capable de faire ça. Et je vais piquer une expression à monsieur Greg Tabibian. Là, on va parler de Agnès Pannier-Nul-à-Chier et de sa petite famille. C'est Tonio qui va nous parler de ça. Ensuite, Castellan nous parlera des midterms, ou les élections de mi-mandat qui ont eu lieu aux États-Unis et qui sont pas encore terminées. C'est quand même incroyable. C'est les pays du tiers-monde. C'est quand même fascinant. Et moi, j'irai une fois de plus de ma petite diatribe pleine de bile pour vous expliquer à quel point je trouve quand même que il y a des accointances un peu étranges entre la gauchiasserie et la finance internationale. J'espère que cette émission va vous intéresser et que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous avons à l'enregistrer. Mon petit Tonio, on s'y colle ? Oui, on va commencer par cette affaire de Madame Pannier-Runacher, qui, comme vous avez dû l'entendre, a été inculpée, a été accusée de détournement de fonds et de conflit d'intérêts. Ouais. Pourquoi ? Parce que il se trouve que ses enfants
Ces 3 enfants sont des actionnaires d'une société au capital de 1,2 million d'euros. Ah, c'est pas mal. Et que ces enfants sont mineurs. Bien. Et Madame Runacher, pour se défendre, elle l'a dit dans son bon droit, ce qui est amusant d'ailleurs, vous verrez pourquoi, que, en fait, comme c'est le patrimoine de ses enfants, elle n'avait pas à le déclarer. Et effectivement, les ministres n'ont pas besoin de déclarer le capital de leurs enfants. Oui. Tout va bien alors. Bah oui, tout va bien. Donc l'affaire qui a explosé, qui avait explosé, s'est retrouvée comme une affaire banale, qui n'inculpe aucunement notre ministre de la transition énergétique dans une affaire illégale. D'accord. Ce qui fait qu'elle s'en est sortie sans le moindre mal. Ouais. Et où est-ce que le bas blesse? Parce que bon, là, jusqu'à présent, tout va bien en vrai. Oui. Alors, l'origine de cette somme, de ces 1,2 million d'euros, vient du grand-père des enfants, enfin du père de Madame Runacher, qui s'appelle Jean-Michel. Alors, on va l'appeler Jean-Michel, ce sera plus pratique dans la famille. Ce monsieur, donc, crée en 2016 une société qui s'appelle Arjunem, qui part d'un capital 1,2 million d'euros, capital qui est apparu d'une manière assez anecdotique, disons-le. Ah bon? Il avait des économies. Oui. Mettons que Jean-Michel était ancien vice-patron d'une petite entreprise qui s'appelle Perrinco, qui n'est rien d'autre que le deuxième producteur français de pétrole, après Total. Voilà. Une entreprise, donc, qui est au capital de 205 millions d'euros. C'est pas une petite bête, non. Mais chez Perrinco, ils ont un problème, c'est que leur fonds de commerce, c'est de racheter des anciens gisements de pétrole qui n'ont plus d'intérêt pour les extractions normales. D'accord. Parce que les pétroles à extraire sont trop lourds. Bon. Ok. On appelle ça les pétroles lourds, effectivement. Ouais. Et donc, ce que fait la société Perrinco, c'est qu'ils utilisent des systèmes d'extraction qui ne sont pas conventionnels, mais qui polluent énormément. D'accord. Et donc, ils se font un paquet d'argent, comme ça, mais ça plaît pas aux ONG, évidemment. Et donc, Perrinco subit de nombreuses accusations des ONG, et pour régler ce genre de problème, c'est assez pratique quand on a une fille qui est ministre de la transition énergétique ou ministre des Industries, voilà. Mais, ok, enfin, son activité est légale, c'est pas un problème. Oui, alors, on parle je vous parlais tout à l'heure d'une loi qui disait que les ministres avaient le droit de ne pas déclarer les propriétés de leurs enfants. Ouais. Ça, c'est une loi qui n'est propre qu'aux ministres. D'accord. Qu'on soit bien clair. Si vous avez un enfant qui a 50 000 euros sur son compte en banque parce qu'il les a gagnés, je sais pas comment, vous êtes obligé de le déclarer. Bon, parce que vous n'êtes pas ministre. Bon, j'imagine, hein, si vous êtes ministre, c'est bien. C'est le fond de l'affaire. Ouais. Mais alors, attends, le procédé là, polluant, etc. Ce que j'essaye de comprendre, moi, c'est qu'en gros, ça va pas bien avec la transition écologique, tout leur délire. Déjà, il y a ça qui va pas, non? Oui, alors c'est une incohérence. Faut pas non plus confondre transition écologique et transition énergétique, même si ça a un lien parce que dans la politique du gouvernement, la transition énergétique se fait plutôt vers le vert. Cependant, c'est pas ce qui a fait le plus parler les médias. Vraiment, le problème qui était remonté, c'est que c'est qu'un ministre comme ça peut donner 1,2 million d'euros non déclarés d'une provenance inconnue à des enfants. À ses enfants. Est-ce qu'il y aurait des suspicions de prise illégale d'intérêt ou collusion? Parce que finalement, si j'ai bien compris, Perrinco se retrouve avec des procès parce que ce qu'ils font est particulièrement polluant. Et est-ce que ça sous-entend, c'est peut-être pas vrai, hein, j'en sais rien, mais ça sous-entend qu'il y ait un petit peu des passe-droits venant du ministère? C'est un peu ça qui est sous-entendu? Ah bah c'est grandement... c'est grandement probable. Après, il n'y a pas de preuves, évidemment. Ouais, c'est forcément bien caché. Mais ça pousse quand même à réflexion. Ça peut paraître un peu étrange, effectivement. Mais on ne peut rien prouver, on ne peut rien dire ouvertement. Ah non, c'est évident. Ouais, voilà. C'est évident. Mais du côté du mari de Madame Runacher, enfin Pannier Runacher, il y a des choses aussi qui se passent, si j'ai bien compris. Alors oui, mais ça reste du détail. C'est que monsieur le mari de Agnès a quelques contacts avec les Dassault, et alors les deux compagnons vivent dans une propriété de chez les Dassault, et
Ah oui, Oui. c'est vrai. Oui, ah oui, oui. Enfin, Oui. mais, J'ai vu passer ça. Après, bon, voilà, c'est juste des liens entre leurs familles. Il n'y a pas grand-chose Ouais, voilà. de malsain dedans, n'est-ce pas? Dans Boulogne. C'est-à-dire que si je te loue à titre quasiment gracieux une propriété, mon cher Tonio, et qu'un jour j'ai des soucis, pourrais m'attendre à ce que tu me renvoies l'ascenseur aussi peut-être. C'est ça? Oui, disons-le comme ça. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que ça pose un questionnement. Moi, la réflexion qui me vient, c'est que j'ai souvent entendu des gens dire ouais, bah, c'est bien beau les hommes politiques qui ne font que de la politique et qui n'ont jamais eu les doigts dans l'entreprise. Et là, on a quelqu'un en fait quelque part qui est impliqué dans le tissu économique. Donc tous ces gens devraient être contents après tout. Mais ça implique autre chose. Ça implique que ces gens en fait peuvent se servir de leur position dans des ministères pour favoriser, comme là on a eu une affaire qui est sortie avec un proche de Macron, comment ça Colère, Alexis Colère, qui est au conseil d'administration d'une société dans les transports maritimes, hein, si je me rappelle bien, et qui est suspecté également de comment dirais-je, de faire à peu près le même genre d'activité que Pannier-Runacher, c'est-à-dire favoriser. Alors on a eu le droit à une lettre de Macron hein, qui dit que non tout va bien. Donc du coup tout va bien. Oui, bah, comme ils ont des lois spéciales, tout va bien. Ah, c'est ça. Tu t'intéresses à cette affaire, Castellan? Alors j'ai pas spécialement suivi cette affaire de près, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que en fait la gauche ou plutôt le parti révolutionnaire pour l'appeler ainsi est très friand de ce genre de fait en fait. Ça on peut remonter très très loin hein, dès la période révolutionnaire en elle-même avec des Danton, des Mirabeau, des Dumouriez, des Dumoulin, des Moulins, Camille Desmoulins, qui pareil recevaient de l'or anglais ainsi que ils racketaient en partie le roi pour leur bonne grâce et n'hésitaient pas derrière à se retourner si jamais ça les arrangeait mieux. Ouais, c'est clair. C'est vrai que la collusion des intérêts financiers avec le politique, finalement, c'est vieux comme le monde quelque part. Au moment où il y a eu de la concentration de richesses et puis des facilités politiques, certains ont été tentés de le faire, j'ai envie de dire. Certains ont même réussi d'ailleurs. Enfin, je veux dire quand tu vois que tout ce beau monde, en fait, je vais pas dire l'apogée, mais en tout cas la grande époque que l'on peut regarder, où tout ce beau monde, où toutes les grosses affaires ont eu lieu. Donc, je pourrais éventuellement parler du canal de Panama avec le baron de Reynac et Ferdinand de Lesseps qui est quasiment laissé en guenilles. L'affaire Stavisky, d'ailleurs, qui a été un peu l'affaire qui a été à l'origine justement des manifestations de 34 du 6 février. Et en fait, c'est souvent comment dire les mêmes ressorts en fait à chaque fois. Ouais, tout à fait. Une influence politique qui renvoie des ascenseurs à des gens qui à un moment donné les ont financés, etc. Un peu ce qu'on risque de découvrir avec McKinsey et Macron. Je sais pas si vous avez vu l'interview qu'il donne là, avec sa tête de menteur. Là, c'est quand même assez, je sais pas. Moi, il m'a fait penser un peu c'est-à-dire que Macron qui répond sur l'affaire McKinsey de manière un peu publique, et ça me fait penser à un parallèle avec Trudeau qui répond justement de l'affaire des convoyeurs, etc. en mentant clairement, en racontant. Il a envie de raconter en fait. Ouais, ils ont une doctrine hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, si tu te fais choper. Tu vas tout nier en bloc. Surtout, n'avoue jamais. Non, c'est comme Cahuzac, quoi. Je me rappelle jamais de son nom. Là. Je suis obligé de ressortir sa fiche. Vous vous souvenez hein, de cette interview là sur, je sais plus quel média, là, où il fait, comment il avait, je vous jure ou je vous promets que je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Mais tu sais, colonel, c'est un peu comme ce que dit Robert De Niro à Ray Liotta dans Les Affranchis. Il y a 2 règles à suivre, ne pas balancer les copains et ne jamais rien dire aux flics. Ça arrive à tout le monde, mais t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien. Je croyais que tu serais furax. Moi, je suis pas furax, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de tôle comme un chef. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la mettre veilleuse. Ah mais clairement. Mais quelque part, j'ai presque plus de respect pour les mafieux
des années 50, 60 aux États-Unis que pour cette bande d'enfoirés, hein, quand même. C'est un peu bizarre à dire, mais Quelque part, il y avait une certaine esthétique, il y avait une certaine façon de faire. Oui. ouais. Alors, au-delà de ça, ils ne dirigeaient pas un pays, quoi. Et ils avaient pas non plus la prétention de faire des interventions télévisées pour nous expliquer à quel point on était vraiment une bande de salopards mal lavés, quoi. Effectivement. Ils avaient au moins cette décence-là. Je veux dire, ils faisaient leur business crapuleux, c'est clair. J'ai pas une admiration particulière pour eux, mais au moins ils venaient pas nous expliquer qu'il faut mettre des cols roulés et attention, on va vous couper l'électricité. Bon, bref. Tu veux rajouter quelque chose, Tonio ? Excuse-moi, on t'a un peu zappé là. Non, mais en soi, on pourrait rajouter un tas de choses à cette affaire. Quand on cherche un peu, on tombe sur un tas de trucs qu'on trouve pas forcément dans les médias classiques. Non. Par exemple, aucun journal vous dira que le père d'Agnès a créé aussi une société d'un capital de 600 000 € et dont on n'a aucune autre information. On pourrait aussi parler du fait que ce même Jean-Michel était vice-président d'une banque suisse de prestige rachetée par Rothschild. D'autres trucs, enfin, voilà. On creuse, on trouve des noms connus. Ouais, après on peut aussi nous taxer d'être un peu des jaloux. Alors ces gens ont de l'argent et puis ils font du business et puis quelque part quand t'as beaucoup d'argent, c'est normal de créer des sociétés de courtage de valeurs immobilières et de marchandises, hein, pour ne pas citer l'objet de la société. Mais ce qui est gênant là-dedans, une fois de plus, c'est pas tant le fait de faire des affaires, c'est que ces gens viennent s'impliquer en politique et on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même très très pratique. Alors bon. Oui, c'est clair, oui. Est-ce que peut-être ils sont super honnêtes, hein, ils le font pas. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Donc, j'en doute fortement. C'est pas pour donner une accusation à ces grands hommes qui nous écoutent peut-être, hein, on sait jamais. Ils en ont rien à foutre de nous. oui. Mais je vois pas une personne dans le gouvernement qui ne soit pas liée à de grandes familles, qui ne soit pas liée à de grandes finances. C'est ça. Mais alors, on pourrait nous rétorquer, parce que étant royaliste, on a toujours l'aristocratie en tête. On pourrait nous rétorquer que c'est juste une aristocratie. Quelqu'un de gauche pourrait nous dire, vos aristocrates étaient bien corrompus. Alors, là-dessus, c'est bien que tu évoques ce terme, justement, parce que je pense qu'il est très galvaudé. Ouais. Voire même dévoyé, d'ailleurs, puisque, en fait, l'aristocratie, en fait, si on traduit de manière étymologique, donc c'est censé être le gouvernement des meilleurs, mais en fait, c'est sous-entendu les meilleurs comme étant les plus vertueux. Or là, c'est clairement une oligarchie. C'est même pas les meilleurs, c'est les moins nombreux, le gouvernement de quelques-uns. Mais ces quelques-uns, en fait, ils font la pluie et le beau temps comme ça les arrange. Et pour prendre un petit peu d'avance sur mon sujet, mais je veux dire, on a par exemple aux États-Unis l'affaire Bankman-Fried de ce jeune homme. À fond dans les crypto-monnaies, qui avait sa place de marché FTX et qui était le deuxième plus gros donateur du Parti démocrate après George Soros. Entre philanthropes, ils savent où donner la monnaie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est ce qui me dérange souvent, c'est parce que récemment, on bondit d'un truc à l'autre, mais je sais pas si vous avez suivi l'affaire la tronche en biais, les trucs de comment ça s'appelle là, les zététiciens, Fact and Furious, et du coup je me suis tapé quelques vidéos de ces deux zététiques, donc qui sont constamment en train de dire que les complotistes c'est des grands méchants. Enfin, il y a complot et complot. Moi, ces gens-là me font doucement rigoler. Je sais plus comment il s'appelle là, le gars que j'écoutais en interview là. Il était interviewé par un ancien de EER, qui a son média maintenant là. Comment il s'appelle ? Lapierre, Vincent Lapierre. Voilà. Et les zététiciens, hein, bon, moi je veux bien, hein, mais à un moment donné, on a quand même tout un tas de faits historiques. Ça commence par Benjamin Franklin qui met en garde à l'époque déjà de la politique des partis, de cette notion en fait où un parti était étroitement lié à la finance. C'est pas du complot. Alors, dès qu'on commence à rentrer dans ces sujets-là, forcément, on est des espèces d'infâmes complotistes d'extrême droite, blancs, machin.
Donc en gros, on est des abrutis, on n'a rien compris et il n'y a pas de complot. Alors bon. Colonel, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant de Benjamin Franklin, mais on a aussi le discours de départ de Eisenhower justement qui met en garde le peuple américain contre le complexe militaro-industriel. A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction. Our military organization today bears little relation to that known of any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Akin to and largely responsible for the sweeping changes in our industrial military posture has been the technological revolution during recent decades. In this revolution, research has become central. It also becomes more formalized, complex, and costly. A steadily increasing share is conducted for, by, or at the direction of the federal government. Et aussi, on a, on nous traite de complotistes, mais au final, nous ne sommes pas vraiment complotistes. Nous sommes, dirions-nous, avant-gardistes à de nombreux titres, puisque en fait, on a raison entre 6 mois et 1 an à l'avance. Ah oui, c'est clair. Enfin, après, c'est toujours difficile. Parce que j'ai l'impression qu'on a en face de nous des gens qui veulent pas voir les affaires, parce qu'en fait, finalement, est-ce qu'ils sont désensibilisés? Parce que là, si on en parlait juste avant d'enregistrer, Eric Woerth, Henri Emmanuelli, les affaires s'enchaînent et se ressemblent, et les gens en fait les regardent de manière résignée. C'est pas grave. Bon on sait très bien, on sait, mais on fait rien. C'est pas grave. On réélit les gens, on va aux urnes, on croit que ça sert à quelque chose et en fait ça continue. Et derrière vous avez des types qui vous disent non, tout ça là c'est des conneries. C'est la marche du monde. Je sais pas, qu'est-ce que vous répondriez à ça, les gars? C'est la marche du monde. Je t'en prie. C'est une sorte de fatigue politique, une flemme politique. La plupart de ces gens-là vont pas forcément très loin dans leur pensée politique parce qu'ils ont autre chose en tête, tout simplement. Et comme c'est la même chose pour la plupart des gens, t'as ceux qui croient en la sainte BFM ou le grand CNews, donc qui peuvent pas avancer très loin dans leurs idées politiques. Et t'as les autres, ils ont leur téléphone, mais ils préfèrent se divertir en regardant les TikTok de la dernière VTubeuse ou faire autre chose à côté, plutôt que de regarder
regarder comment se passe la politique, que font les grands de ce monde, et comment on peut faire pour que ça change. Ouais, à ce sujet, tu parles des réseaux sociaux, ça nous fait une transition parfaite pour passer sur le sujet de Castellan, à moins que vous vouliez continuer un petit peu sur Madame Pannier-Runacher. Oh, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, hein. On suivra l'affaire, mais bon, à mon avis, il se passera rien comme d'hab. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé. La matrice. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Il y a eu un coup de tonnerre récemment à l'occasion des élections mi-mandat, puisqu'Elon Musk a racheté Twitter. Et il est en train de publier les Twitter Files, là où on s'aperçoit qu'il y a des collusions entre les démocrates et Twitter. Des trucs assez forts, et je pense que Castellan nous en parlera dans les prochaines émissions. Tu t'es arrêté un peu sur les midterms. Tout à fait, colonel. Qu'est-ce que ça dit? En fait, nos auditeurs, en tout cas pour les plus avertis, savent que le 8 novembre dernier, en fait, ont eu lieu les élections de mi-mandat américaines. Alors il y aurait beaucoup à dire, et il y a beaucoup à dire justement. Aux dernières nouvelles, au niveau de la Chambre des représentants, donc c'est les républicains qui ont gagné d'une courte majorité, mais ça reste une majorité. Ouais. D'ailleurs, ça va leur permettre derrière d'avoir plusieurs possibilités d'action dont nous reparlerons, je pense, plus en avant. Ouais. Pour ce qui est du Sénat, alors pour l'instant, c'est à 50 contre 50. Il y a encore l'histoire de la Géorgie qui doit voter demain, le 6 décembre. D'accord. Alors déjà, le système américain est très particulier puisque c'était pour ces élections, c'était une élection pour l'ensemble des représentants, donc l'équivalent de nos députés, pour un tiers des sénateurs, et puis pour aussi les postes de gouverneurs. Ouais. Et donc pour ce qui est des représentants, il faut comprendre que c'est par conscription, pardon. Et en fait, ces conscriptions, donc ils appellent ça des districts là-bas. Ouais. Et en fait, tous les 10 ans, la taille et le poids d'une circonscription, oui, c'est ça, évolue en fonction de la population de la circonscription en question. D'accord. Donc, vous avez des circonscriptions qui ont énormément de poids et d'autres qui en ont beaucoup moins parce qu'il y a plus de population dans une. Par exemple, prenez la Californie, l'État le plus habité aux États-Unis. Là, en fait, c'est un État qui est quasi intégralement bleu, donc démocrate, mais en même temps, parce que c'est les comtés et les circonscriptions, en fait, votent majoritairement démocrates dans ces coins-là. Les républicains sont minoritaires. Et puis, sans parler ensuite des troisième hommes qui sont plutôt les libertariens, mais qui, eux, sont pas vraiment, enfin, selon les États, ils peuvent pencher d'un côté ou de l'autre de la balance, mais dans les gros États, en fait, ils ont pas tant de portée que ça. D'accord. Ouais, mais ils sont souvent, en fait, ils se retrouvent pas mal sur les républicains, en fait, ces gens-là, en réalité. Alors oui, tout à fait, puisque en fait, ils sont quand même pour le droit de porter des armes, le second amendement, ouais. La liberté d'expression. Il y a même des gros absolutistes de la liberté d'expression chez eux, donc c'est le premier amendement. Et mais par contre derrière ils sont pas forcément non plus tout à fait en accord avec les républicains, parce que sur la question de l'avortement notamment, ouais. qui est une grosse question, un gros contentieux aux États-Unis, qui pourrait avoir même des conséquences ultérieures, mais pour l'instant, enfin bon, les démocrates et les républicains se regardent un peu en chien de faïence. Les démocrates ont fait campagne sur ça, mais moi de ce que j'ai entendu de pas mal de commentateurs, c'était pas le sujet qu'il fallait forcément traiter en priorité et faire autant de battage là-dessus, sachant que la situation économique elle est quand même bien désastreuse là-bas. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour revenir à ça, on a la preuve que parler justement de la situation économique, comme ils disent aux États-Unis, ce qui se passe dans la cuisine, en gros, pour traduire un peu littéralement leur expression. Mais en gros, oui, effectivement, vous avez un gouverneur, par exemple, qui est plutôt très très à droite, donc le gouverneur DeSantis, qui a fait sa campagne là-dessus, et il a gagné à plus de 20 points par rapport à son adversaire démocrate. D'autres ont choisi de suivre le narratif et un peu la stratégie démocrate pour essayer de la contrer sur l'avortement. Ça a pas marché, ouais. Enfin, ou moins bien.
Non, mais clairement. Mais bon, ça reste une question, en tout cas aux États-Unis, qui soulève des passions. Après, on a des États comme l'Arizona où là, on a un grand n'importe quoi. Enfin, on a la secrétaire d'État de l'État, donc de l'Arizona, qui est Katie Hobbs, qui est aussi concurrente, enfin en tout cas qui concourt à l'élection, face à une autre candidate qui s'appelle Kari Lake, qui elle est plutôt très MAGA, donc très pro-Trump, etc. Ah bah oui. Et cette même démocrate, donc Katie Hobbs, qui en fait les dépouillements n'étaient même pas finis, que déjà elle dans son poste de secrétaire d'État de l'Arizona avait défini que oui, si l'élection elle est validée et que maintenant c'est elle qui a gagné. Ah bah oui, bah c'est sûr, quand on est jugé parti, c'est facile de dire qu'on a gagné. Bon, il se trouve que deux comtés parmi les 6 ou 7 que compte l'Arizona ont invalidé l'élection, qu'il y en a un troisième qui est le comté de Maricopa, qui est un comté extrêmement contesté. Bah en fait, pareil, ils sont pas encore prononcés, et c'est en fait une commission parlementaire étatique pour le coup qui va décider si oui ou non ça va être validé ou non. Alors pour l'instant, on attend. Sachant que Maricopa, en plus, c'est un petit peu, c'est un peu étrange quand même ce qui s'est passé. Il y a eu des soucis de machine à voter, des soucis de format de bulletin qui étaient pas les bons. Il y a un truc un peu louche, un peu suspect quand même à Maricopa. Alors effectivement, c'est un point qui a été soulevé par pas mal de commentateurs, à la fois plutôt libertariens ou républicains. C'est qu'en fait, le système de vote aux États-Unis est très particulier. Alors effectivement, ils peuvent voter sur des machines. Ouais. Alors ça va dépendre de si le papier il est de la bonne taille. Bah en fait, c'est bon, ça passe. Il est pas à la bonne taille, comme ça a été le cas à Maricopa. Bah mince, vous pouvez pas voter, ma bonne dame. Bon, écoutez, mettez ça là et puis on se débrouille, on fera ça pour vous. Il y a 39 États, si je ne dis pas de bêtises, sur 50 où le vote par correspondance est légal. Ouais. Je rappelle qu'en France, Georges Pompidou a fait interdire le vote par correspondance pour les mêmes raisons en fait que ça pose problème là-bas. Sans parler en fait de ce qu'on appelle la récolte de vote. En gros, imaginez une tierce partie, mais qui serait plus ou moins financée par des intérêts démocrates, qui irait dans un bâtiment à New York de 40 ou 30 étages. En 1 heure, cette personne peut récolter une centaine de votes, dirions-nous. Et pareil, on prend un gentil monsieur qui est dans sa paroisse et tout, en plein Texas. Ben lui, il va falloir qu'il prenne le Hummer et qu'il aille faire le tour. Et en 1 heure, il aura récolté au mieux 6 votes. Donc en fait, on voit bien que cette récolte de votes, ça aussi, c'est un gros contentieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis en fait la victoire assez écrasante de Ron DeSantis, c'est que en amont de ces élections, en fait, il avait pris des dispositions sur en fait ce qui était légal ou non en fait sur les manières de voter. Ouais. Et au final, il a mis tout le monde d'accord, et c'est lui qui a réussi. Bon, il a certes un bilan qui lui est très favorable. C'est quand même un sénateur. Un gouverneur, quand il a été mis en poste il y a 4 ans, en tout cas à l'époque, il avait été appuyé par le Trump, et il avait gagné que 30 000 voix d'écart. Ouais. Après, il s'est fait largement étrier par les médias démocrates, parce qu'en fait, ça serait un infâme dictateur de DeSantis en Floride, forcément. Oui, tout à fait, mais ce qui a été une des choses qui ont permis d'ailleurs son écrasante victoire, ça a été aussi la gestion qu'il a eue de l'ouragan là, Ian, où justement il a fait ce qu'il fallait, il a évité qu'il y ait des pillages. Puis bon, c'est en Floride en plus, les gens ont le droit de porter leurs armes, etc. En tout cas, il leur a donné ce droit-là, il leur a confirmé ce droit-là plutôt. Ouais, voilà. Et en fait, dans certains quartiers de Miami et tout ça, d'ailleurs Miami et Tampa ont voté massivement pour DeSantis, mais c'était drôle de voir dans certaines scènes que on avait des pillards qui venaient dans des zones résidentielles, et en fait sur toute sur toute une rue, on avait des Américains qui étaient assis devant leur maison avec la carabine
sur le côté comme ça en attendant, et puis le drapeau américain juste à côté d'eux. Donc c'était des scènes assez drôles à voir. Oui, je sais pas si c'est si drôle, c'est le mot, mais oui, effectivement. En tout cas, c'était cocasse. Alors, chers amis, chers auditeurs, c'est le moment pour moi de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air, hein, si vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez pas aimé, vous pouvez toujours cliquer sur l'autre pouce, hein, c'est pas un problème. Ça nous fera aussi plaisir. N'oubliez pas de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, hein. On a un bouton en bas, hein, vous connaissez l'exercice. Partagez, abonnez-vous, venez nous parler, cliquez sur la cloche pour bien être averti à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que nous avons mis en place les cercles de gentilshommes, donc adressez-vous sur notre Discord, on est présent dans 17 régions de France, et c'est l'occasion pour nous tous de nous réunir dans le réel et de lier des liens, des vrais liens. Et enfin, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, parce que bien sûr, on a besoin de matériel pour créer des émissions de qualité. Nous avons tout un arsenal de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver. Le Colonel Renegun est sur Twitter et le Cercle Richelieu. On est aussi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Venez nous rejoindre dans le réel, ça nous fera très plaisir. Merci. T'as un regard particulier, Tonio, là, sur ces élections de mi-mandat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'une manière générale, étant donné que t'es étudiant, est-ce que c'est des sujets qui sont abordés par les gens de ton âge? Ouais. Étonnamment, on en parle un peu, oui. J'ai l'occasion d'en parler avec quelques-uns de mes camarades d'études. Ouais. Bon, c'est pas forcément les sujets dans lesquels on aborde la profondeur du truc. D'accord. On se demande juste qui gagne, qui perd. Ça va pas très loin. Ouais. Mais il y a quand même un point de vue assez intéressant du fait, notamment que aux États-Unis, tous les 2 ans, voilà, on en reparle en France, aux États-Unis, en Europe. Il y a des nouvelles élections, que ce soit les midterms ou les présidentielles. Ouais. Et est-ce qu'on parle autant des élections en Chine, en Russie Ah non. T'as raison. Excellente clairement, c'est remarque. Ouais. C'est un sujet qui revient tout le temps. Pourquoi? Bah évidemment parce que derrière, c'est les élections qui nous concernent aussi directement. On va voir qu'est-ce qu'on va se taper comme gouvernement américain qui va nous dire ce qu'on va faire dans 5-10 ans. Ouais, et puis c'est vrai que dans la situation actuelle, l'implication américaine dans la guerre en Ukraine peut basculer. Alors on voit des changements s'opérer. Est-ce que c'est vraiment dû au fait que les républicains aient pris une majorité, à votre avis? En fait, il faut bien savoir que la Chambre des représentants a certains pouvoirs, parce que c'est un régime, c'est une république constitutionnelle, les États-Unis, mais à forte tendance présidentielle. Donc, en fait, l'exécutif a énormément de champs de manœuvre, de pouvoir d'action et de champs de manœuvre. Mais en fait, les pouvoirs sont assez clairement séparés, puisque par exemple la Cour suprême fédérale, en fait, elle peut casser des arrêtés ou des lois de l'exécutif. Elle peut même définir ou non des libertés, confirmer ou non des libertés dans les États. Ouais. On a vu avec l'affaire Roe versus Wade qui a été cassée. Et en fait, le législatif, pareil. Alors, pour ce qui est des représentants, donc de la Chambre des représentants, par exemple, ils vont pouvoir faire des enquêtes, des commissions d'enquête parlementaires, et ils vont détenir aussi un certain levier sur le budget de l'État fédéral. Alors, le fait que pour l'instant les républicains n'ont pas de majorité sûre au Sénat fait qu'en fait les commissions d'enquête parlementaires pourront pas se transformer en commissions sénatoriales qui sont qui ont bien plus de poids. Ouais. Et donc en fait, des affaires comme l'affaire du fils Biden ou l'affaire FTX sont des affaires qui vont certes peut-être un peu sortir, mais qui vont pas forcément tout à fait avoir la portée qu'elles devraient avoir. Mais en fait, c'est comme l'a dit un analyste politique plutôt républicain qui s'appelle Paul Duquesnoy dans une revue qui s'appelle en ligne qui s'appelle American Greatness. En fait, cet analyste disait qu'en fait non, c'est contrairement au narratif des médias dominants démocrates, c'était pas une victoire en demi-teinte ou une défaite des républicains, mais bien une victoire puisqu'ils récupéraient justement d'une part
la Chambre des représentants était plus rouge que jamais, donc plus républicaine que jamais, que les républicains, on va dire modérés ou mous, étaient en minorité. D'autre part, en fait, pour le coup, justement, ils auraient accès aux commissions parlementaires et bien sûr à cette histoire de budget, qu'est-ce qui serait envoyé. Enfin, par exemple, on parle des milliards qui ont été envoyés à l'Ukraine. En fait, pour ce qui concerne justement ces milliards, la Chambre des représentants aura clairement un levier à jouer. Est-ce qu'elle le jouera ou pas, ça nous verrons bien. Mais en tout cas, les démocrates ne sont pas aussi bien sortis que ce qui peut être dit, en tout cas localement. Ouais, et puis effectivement, s'ils commencent à regarder un petit peu où va l'argent, où va l'équipement, etc., c'est ça. Ça risque de grogner un petit peu, d'autant que j'ai l'impression que l'opinion publique américaine, elle est pas spécialement vent debout pour continuer à envoyer du pognon en Ukraine. Faut pas oublier que c'est un conflit mondialiste, hein. Donc bon, effectivement, c'est quelque chose à suivre dans les mois qui viennent sur fond de crise énergétique. Il faut pas oublier que tout ce qu'on est en train de vivre en France, c'est la politique américaine qui nous l'a créé, puisque Macron n'est qu'un espèce de valet. Donc voilà. D'autant plus que, en fonction de la couleur politique américaine, l'évolution du conflit en Ukraine va très certainement, changer d'aspect en principe. On voit déjà que, on a l'impression, en tout cas, quand on écoute un petit peu ce qui se passe, que Zelensky n'est plus toujours en odeur de sainteté. Je sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis. Est-ce que vous sentez ça, vous aussi? C'est à un tel point que la diplomatie américaine, en tout cas plutôt la diplomatie russe de toute façon a clairement décidé de ne plus que s'adresser à la diplomatie américaine pour gérer cette histoire plutôt qu'à la diplomatie ukrainienne. Donc bon. C'est ça. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, comme dirait l'autre. Voilà. Mais bon. Bon, bref. Tonio, tu as une remarque avant qu'on transitionne? Ah oui, non, mais ce que dit Castellan est très clair, hein. Zelensky n'est plus le président de l'Ukraine. Ouais, c'est ça, c'est Biden. C'est moche. Ou son fils, ça dépend. Ouais, alors ça c'est pareil, on va la suivre un peu, l'affaire Hunter Biden. Parce que maintenant que les Twitter files se sont sortis il y a quelques jours, ce que l'on pressentait, nous, infâmes complotistes que nous étions, qu'il y avait une collusion claire, nette et précise entre le gouvernement américain, surtout les démocrates, et les réseaux sociaux, Twitter en faisait partie, avec des canaux de communication très discrets pour aller invisibiliser les gens qui commençaient, parce que là, on a carrément la certitude maintenant que je me rappelle plus du journal. Le journal qui avait sorti l'affaire Hunter c'est fait en gros. C'est le Washington Post, non? C'est pas ça? Ah, je crois, le New York Post, je sais plus. Je crois que c'est plutôt le New York Post. Ah, possible. Ouais. Bref, s'en fout, c'est un journal américain de toute façon. Et bref, on va suivre cette affaire. Ça promet des choses intéressantes. Mais cela dit, l'impression que j'ai moi, c'est que les choses ne changeront pas forcément. Faut pas non plus être trop candide, parce que tous ces braves gens se donnent dans la corruption allègrement. Donc bon, ce qui me permet de transitionner vers mon sujet. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé. La matrice. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Alors, vous allez me dire, c'est pas vraiment de l'actu, mais si quand même. Ce qui m'a fait réagir, je sais pas si vous avez vu passer, on essaiera de vous mettre ça sur le montage. Hein. Heureusement qu'on a un magicien du montage qui nous soutient. Merci Abba. Il y a eu, j'ai fait passer l'info à Manimoul premier, mon ami Loïc, avec qui on faisait les émissions sur le cercle, notamment. L'émission qu'on voulait culturelle, avec qui je suis resté en contact, c'est vraiment un copain, et je lui ai envoyé le cabaret trans pour les 0 à 3 ans. Je sais pas si vous avez vu passer ce machin. Vous irez voir la vidéo de Manimoul. Il décrit assez bien c'est cette espèce de tableau diabolique. C'est-à-dire que le principe, c'est les petits-enfants de 0 à 3 ans ne peuvent pas aller au cabaret. C'est horrible. Bon, déjà, 0 à 3 ans, aller au cabaret, on peut se poser la question de la pertinence du sujet. Et ensuite de ça, c'est quand même animé par des drag queens. Et tout ça, en fait, bien sûr, est financé par la mairie de Bordeaux. Hein, parce que pourquoi pas. Et du coup,
Je me suis fait une réflexion, vous allez me dire que je suis encore parti loin, mais ce petit morceau de sujet en dit long sur tout le reste. Enfin, vous verrez, je publierai, si j'y arrive encore, mon article sur le site du Cercle Richelieu, mais en fait, il y a une espèce de... On sent une collusion entre les grands financiers et la gauche. Alors ça peut paraître contre-productif, mais si vous observez bien les gens qui ont le plus commis de dégâts en principe au cours de l'histoire moderne, des gens à qui on attribue des millions de victimes comme Adolf Hitler, Staline, Trotsky et Lénine, tous ces gens en fait ont des démarrages modestes et ont ruminé leur coup d'éclat au fin fond de cellules en général. Et bizarrement, on trouve toujours du financier. En fait, la réflexion que je me faisais est la suivante. Si ces gens, en fait, modestes, qui ont des démarrages modestes, qui soi-disant n'ont pas de moyens, etc., peuvent arriver à faire autant de dégâts, alors pourquoi est-ce que c'est de la conspiration et du complot que de dire que des multimilliardaires ne seraient pas capables de le faire? Hein, des gens comme Bill Gates, Elon Musk, Sundar Pichai, Klaus Schwab, enfin, je vais pas vous faire toute la liste des courses, mais évidemment, on a toujours l'impression que parce que ces gars-là en fait sont milliardaires, on les doit un peu dans tout un tas de business, et principalement vous remarquerez que c'est toujours des activités un peu sensibles, c'est-à-dire de la communication, de la production de cinématographique, de l'énergie, enfin toutes les choses en fait qui permettent de faire avancer un tas de pions. Bah ces gens non, ils sont juste milliardaires, ils vivent leur meilleure vie, tout va bien, mais en fait ils n'auraient pas d'influence sur le monde. Et je trouve que c'est quand même très très candide. Et en fait, si on observe, alors je suis pas non plus en train de faire une crise de communisme aiguë, comme quoi en fait quelqu'un de riche il faut forcément le vouer aux gémonies, hein. C'est pas du tout mon propos. Parce que je connais des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui sont droits dans leurs bottes et qui vivent une vie exemplaire. C'est pas ça. Ce qui me pose un problème en fait, c'est que ces gens en fait ont décidé que vous ne saviez pas vivre votre vie, que vous n'étiez que des espèces de péons mal lavés, ignares, qui ne savent rien à rien, et que eux en fait, ils en ont les moyens, ils vont vous expliquer comment il faut que vous viviez. C'est comme ça que on a des gens qui nous pondent l'agenda 2030, la transition énergétique, écologique, etc. C'est comme ça en fait qu'en réalité on trouve des choses qui moi me choquent. C'est-à-dire que vous allez avoir un Schwab qui va prôner une certaine façon de vivre, hein, et vous allez avoir des gens de gauche qui vous prônent exactement la même chose. Il y a en fait, à mon sens, des convergences d'intérêts entre un mondialiste qui rêve d'un monde uni et sans frontières et les internationalistes issus des mouvements de Rosa Luxembourg à la grande époque, qui étaient les premiers internationalistes. Enfin, je vois pas la différence, moi. Et j'aimerais bien qu'on m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette réflexion m'est venue, j'ai même sorti ma petite citation qu'il faut que je vous retrouve parce que le socialisme est une philosophie qui est exploitée par des conspirateurs, mais que seuls les naïfs croient. C'est-à-dire que cette citation, je la sors de No One Dares Call It Conspiracy. Personne n'ose appeler ça une conspiration. C'est un bouquin des années 70, écrit par un certain Gary Allen. Et Gary Allen, en fait, c'était un journaliste conservateur des années 60-70. Alors déjà, ce qui est frappant pour moi, en fait, c'est de lire un livre d'un journaliste des années 60-70 qui est en train de vous expliquer, attention, il y a des choses pas claires qui se passent. Vous avez en fait des gens, en fait, qui sont financés, vous allez avoir des mecs comme Soros, avec tout un tas d'ONG qui vont financer des mouvements d'extrême gauche, qui vont protéger des gens. Et puis vous avez le relais qui est fait. Hein. Dernièrement, vous avez vu le jeu Antifa sur les rayons de la Fnac. Alors, qu'est-ce que vous lisez dans les médias? Parce que j'y suis allé aussi de ma réflexion là-dessus. Hein. J'ai même contacté la Fnac pour leur dire, dites les gars, c'est bien gentil Antifa. Bon déjà, il faut savoir que c'est un mouvement de terroristes. Et c'est pas moi qui le dis. J'avais passé l'info également sur un arrêté de la Cour européenne. Alors, des fois ils ont des traits de génie, ces gens, enfin bon, bref. Alors pourquoi la Fnac, en fait, ne commercialiserait pas un jeu qui s'appellerait Action Française? Et je vous mets mon billet que si on crée un jeu Action Française, la Fnac, elle va jamais le mettre sur ses rayons. Et non, parce que, comme disent les gens de culture,
c'est des fachos. Hein. Ils disent pas ce sont, hein. Ils disent c'est des fachos. Et c'est comme ça également qu'on a des écologistes complètement allumés qui plantent des sapins en verre et en acier. Tiens, je crois que c'était encore à Bordeaux, pas fait exprès. J'aime bien le maire là-bas, c'est mon copain. Mais qui en réalité peuvent très bien s'entendre avec des Klaus Schwab. C'est-à-dire que vous avez des gens en fait qui sont réellement les tyrans les poussants du mondialisme, mais qui sont soutenus par parce que Staline a raison, appelés les idiots utiles. Il le disait pas pour les mêmes raisons, mais tous ces gens en fait qui se disent de gauche, etc. machin, bah, en fait ils sont cul et chemise, sans s'en rendre compte quelquefois, malheureusement pour les petites gens, avec tous ces internationalistes, ces mondialistes qui sont en train de nous faire crever sur place. Moi, je parlais des petits entrepreneurs. Vous avez dans ma région tout un tas de boulangers qui sont en train de fermer, hein, tout simplement parce que leur facture d'énergie devient complètement délirante et qui pourront pas continuer. Et vous allez voir que dans les mois qui viennent, on va avoir de plus en plus de sociétés qui s'effondrent, de petites sociétés. Et pour en revenir à mon propos, à mon avis, c'est pas anodin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des gens soumis. Et enfin, ces gens nous veulent soumis. Et l'esprit d'entreprise, ce que nous étions, ce que la France était en fait, hein, parce que je vous rappelle quand même que énormément de gens étaient sous la royauté, et énormément de gens étaient leurs propres patrons. Alors, c'était des petits ouvriers, etc., des artisans, enfin ce que vous voulez. Mais tous ces gens en fait étaient des producteurs. Et en fait, on veut pas ça. Et moi, ça me choque. Alors, pour en revenir à cette histoire de cabaret, il faut pas oublier que si on veut avoir une société métissée, multiculturelle, etc., on veut voir en fait, ces gens veulent voir la disparition de la famille. Et pour faire disparaître la famille, il faut que dès le plus jeune âge, on leur explique que tout est fluide, qu'on décide d'être une femme ou un homme, que les trans c'est normal, que les drag queens c'est normal, hein. Tu vas avoir tata drag queen ou tonton drag queen qui va venir te faire un spectacle de cabaret à 3 ans, et puis derrière tu vas aller repartir avec ta gentille maîtresse faire des cours sur la masturbation. Tout va bien. Donc voilà, tous ces faits ne sont pas anodins. Gardez un peu en tête cette espèce de plan directeur. Bien sûr, ça plaît pas aux zététiciens. Hein, je reparle encore de ces gens parce que je les ai écoutés un peu parler. Et ça m'a un peu choqué. Je vous avoue quand même que ça a heurté mon intelligence, parce que je pense que j'en ai quand même un petit peu. Et ne pas voir que tous ces petits signaux faibles, en réalité, convergent tous vers cette espèce de notion qui est la gouvernance mondiale. Et c'est pas un fantasme, hein. Il y a tout un tas de gens des gens très sérieux, qui ont écrit là-dessus. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Carol Cogley. Et du coup, alors dans Gen X, on parle d'actualité, mais figurez-vous que ça aussi, c'est de l'actualité. Parce que vous allez voir fleurir de plus en plus en France ce que les Américains et les Anglais subissent depuis maintenant quelques années et qui n'était pas encore tout à fait défini en France. Hein, cet assaut violent contre la notion de famille, contre les enfants, etc. Donc il appartient à nous de dénoncer ces choses et d'être bien alerte. Moi j'ai des cas dans mon entourage où notamment un père de famille s'est opposé violemment à un directeur d'école qui lui a dit « Ah mais non, mais c'est normal, merci, hein. S'il y a des directeurs d'école qui nous écoutent, prenez vos patins et vos responsabilités. Et surtout pour les autres, ayez les yeux ouverts. » Alors maintenant que j'ai fini ma diatribe, mon long tunnel, qu'est-ce que vous avez envie de dire, mes chers amis ? Eh bien, après avoir écouté les tunnels du père colonel, maintenant je m'interpelle. Effectivement, d'un côté, il y a... non mais je le dis sérieusement, d'un côté, ouais. Il y a cette société un peu traditionnelle avec la famille face à ceux qui veulent détruire la famille, tu l'as bien dit. Et toujours dans un objectif, comme tu le disais, de pouvoir avancer plus loin dans ce qu'on pourrait appeler une domination mondiale, pour un nouvel ordre mondial. Voilà, les mots sont redits. Ouais. Ça va pas s'arrêter avant longtemps si on n'agit pas. Compliqué d'agir puisque nous n'avons pas les milliards. Nous ne sommes pas dans le camp des riches. Non. Donc derrière. Mais nous sommes non plus. Mais en principe, nous sommes plus nombreux. Oui, en principe, oui. Mais ô combien divisé, colonel. Et c'est tragique. C'est une ironie tragique de savoir qu'une expression autrefois à la fois grivoise et plutôt bon enfant, qui disait que si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, est devenue réalité. Mais pardon.
On voit aussi, je sais pas si tu as suivi cette affaire, tu parles justement de ce cabaret trans à Bordeaux. Tu as probablement entendu parler aussi de cette affaire aux États-Unis où une sorte de boîte de nuit pour personnes LGBTQ et puis toutes les lettres de l'alphabet en fait a été attaquée et pendant quelques jours ça a été le retour des heures sombres et tout ça et on a découvert que le type qui a fait ça c'était un type qui était pas tout seul dans sa tête et qui en plus de ça se revendiquait non binaire. Ouais, absolument. Ouais. J'ai suivi cette affaire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer la photo, le gars. J'aimerais pas le croiser dans une rue sombre. Hein. Il avait vraiment une tête de boucher, quoi. Ah non, c'est sûr. Ouais. Ah bah. Mais c'est vrai que j'ai parfois du mal à faire comprendre l'aspect global de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces petits événements qui paraissent détachés les uns les autres, en réalité convergent vers toujours le même sujet. C'est même pratiquement dingue de se dire que on parlait de panier runaché, on parlait des coupures d'électricité, tous ces sujets-là, en réalité, convergent tous vers le même truc. C'est-à-dire qu'en fait, paupériser les gens, les diviser. Alors, vous savez, l'affaire Boyard Hanouna, voilà, ça a monopolisé un peu les médias. On nous parle de ce genre de conneries dont on se fout. Alors, j'ai appris comme ça, je sais pas si ça vous a fait rire, mais Hanouna serait d'extrême droite, ce qui est quand même assez cocasse. On a enfin notre philanthrope alors. Après Zemmour, Hanouna, c'est bon. Ouais, c'est la loi des séries, mon pauvre vieux. Mais voilà. Série noire là dans ce cas. Ouais, là c'est tragique. C'est toujours un petit peu difficile de faire comprendre à tous ces gens que rien n'est anodin. D'ailleurs, on est en train d'apprendre là que, comme par hasard, l'histoire du pangolin mal cuit s'est sortie d'un laboratoire, que les Américains, enfin le gouvernement américain de l'époque a une responsabilité immense dans tout ce délire. Et comme par hasard, on s'aperçoit que là ils vont essayer de nous rationner sur la consommation d'énergie. Alors bientôt, en fait, quand vous aurez besoin de badger pour aller faire le plein de votre caisse, plein qui sera extrêmement cher d'ailleurs. Enfin voilà, c'est difficile de faire comprendre aux gens que tout ça procède d'une idéologie directrice et que non, tous ces gens sont. Enfin, vous avez vu Schwab et puis Van der Leyen reçus comme des dirigeants, alors que en principe, ils sont rien. Mais non, c'est ça en fait, leur nouvelle aristocratie à eux. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet et de pointer du doigt divers faits. Observez bien ceux qui nous écoutent là. Alors je sais que Tonio et Castellan le font. Mais observez bien tous ces faits en fait, tous ces faits divers ou même tous ces petits faits politiques, etc. Et vous vous apercevez qu'il y a réellement une volonté. Alors c'est pas forcément un complot en tant que tel, mais il y a une idéologie latente et vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas de notre bord, c'est-à-dire qui ne sont pas royalistes tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait j'implique même des gens droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, qui ne voient pas la pilule arriver. Castellan, tu voulais dire quelque chose? Que premièrement, il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne veulent pas le voir. Mais ensuite, en fait, c'est une grosse partie en fait de ce refus de voir les choses, c'est que malheureusement ce genre d'information n'apparaît pas dans des médias de grande écoute, parce que ces mêmes médias sont aussi dans la combine, dirons-nous. Ouais. Mais il ne faut pas non plus désespérer, parce que en fait ici et là on voit ce qui se passe aux États-Unis. Il y a quand même je veux dire, parmi la population, parmi des commentateurs, on va dire un peu pas marginaux, mais en tout cas qui ont choisi de ne pas de faire sur Internet plutôt que de faire sur de la télé ou tout ça. En fait, on voit très bien qu'il y a un mouvement de fond. Alors, évidemment, chez nous, ça a un temps de latence par rapport aux États-Unis. Mais c'est pareil chez nous. On a aussi des médias qui sont très intéressants et qui parlent de ces sujets-là. Je pense notamment à TV Liberté qui fait un excellent travail de tous ces sujets-là. Celui-là aussi, mais même ceux qu'on avait évoqués, Tonio et moi. Maintenant,
Il y a aussi, on parlait justement de l'éducation nationale, etc. Alors qu'il ne fait que, enfin, rien d'autre que d'endoctriner en fait, à l'instar de ce que Vincent Payon a écrit dans son fameux livre. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que, en tout cas de notre côté, nous sommes beaucoup plus enclins à vouloir justement confirmer, continuer et sauvegarder cette belle idée qu'est l'école libre, puisque même sous l'Ancien Régime, après tout. En fait, les familles d'un même village choisissaient un professeur. Le professeur était soumis à l'avis du prêtre du village et éventuellement il était mis à l'essai. Et puis s'il faisait l'affaire, puis c'était payé par les familles, etc. Ouais, tout à fait. Et les enfants avaient une bonne instruction. Et en fait, maintenant que cette instruction, en tout cas que ce pouvoir a été enlevé des mains des parents, en fait, aux mains d'un État, et alors qu'en fait la maison du roi et l'administration royale avaient d'autres chats à fouetter, on voit bien ce que ça a donné en fait par la suite, quoi, et de grignotage en grignotage, en fait, on en arrive à aujourd'hui. Absolument. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines, en fait, des ministères qu'on voit. Enfin, je veux dire, on parle de transition énergétique. Enfin, depuis Sarkozy, je crois qu'on n'a jamais eu autant de ministères qu'on poussait, hein, celui sur l'immigration, celui sur la transition écologique, etc., etc. Oui. Ministère de l'immigration qui s'évertue à faire rentrer des gens chez nous, d'ailleurs. Mais, Tonio, C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, c'est quand même SOS Baleine, ils ont sauvé les migrants. C'est ça. Tonio, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, vous avez déjà dit tant de choses qui ne sont pas forcément à faire ravir les cœurs les plus gais. Mais bon. Non, mais oui, comme le disait Castellan, toujours garder de l'espoir, parce que pour la plupart d'entre nous sommes catholiques. Donc nous avons l'importance cette vertu, l'espérance, ouais. Et que quoi qu'il arrive, nous savons que nous avons déjà gagné. Tout à fait. Oui. On va terminer, j'espère que cette émission vous aura intéressé. Nous, on prend toujours un grand plaisir à l'enregistrer de toute façon. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Au revoir. Une fois de plus, il faudra absolument nous mettre des commentaires pour nous proposer des sujets, nous faire des réflexions, etc. J'espère que au niveau du son, tout était parfait et que ça s'est bien passé pour vous. Et alors, moi, je voudrais juste terminer sur cette chose. Il faut absolument que tous, autant que nous soyons, nous fassions preuve de la plus grande résistance et de la plus grande détermination. Parce qu'effectivement, ils vont essayer de nous plier et on pliera pas. Ils essayent de nous faire reporter le masque et on va en reparler dans les semaines qui viennent. Merci à tous. Vive la France, vive le roi. Soyons réalistes.